Bonjour, bienvenue. Nous espérons que vous aimez les belles histoires parce que nous, on adore ça. Et justement, notre histoire commence comme beaucoup d'autres par « Il était une fois ». Il était une fois deux anciennes collègues, Michel Leguet, aujourd'hui front-end développeur chez Prose, et Fleurette Viller, UX designer chez Squad. Donc, notre histoire démarre le 6 décembre de l'année dernière lors d'une soirée FLUPA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la FLUPA, il s'agit d'une association de professionnels de l'expérience utilisateur. Et le thème de ce meet-up, ce soir-là, était le design system, où en sommes-nous? Histoire de faire le point, en fait, sur les entreprises qui ont déjà mis en place un design system, ceux qui souhaitent le mettre en place, et comment ça se passe pour eux. Ce soir-là, Michel était là. Mais moi, avant d'aller à cette soirée, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un design system. Peut-être que tu peux nous l'expliquer rapidement pour les gens qui sont là. Donc on va vous faire un petit rewind en fait, histoire de voir pourquoi on parle de design system aujourd'hui et concrètement en fait, qu'est-ce que c'est, comment ça se met en place. Tout part d'un constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'au sein des entreprises, on a une certaine hétérogénéité dans les applications. Cette hétérogénéité, elle est due parce qu'en fait, on développe dans des technos différentes. Aussi, c'est développé par des personnes qui sont différentes et à des moments différents. Alors, pour pallier à cette hétérogénéité, les designers mettent en place ce qu'on appelle un style guide. Donc, le style guide regroupe tous les éléments graphiques et iconographiques qu'on va pouvoir utiliser pour constituer la UI de notre application. Vous voyez ici, on vous a mis un petit logo de Sketch, mais on pourrait aussi bien mettre Adobe XD, Figma ou n'importe quel outil qui nous sert à prototyper, en fait. Ces éléments graphiques sont accompagnés de guidelines, qui sont des règles de comportement et d'utilisation de ces différents composants. Donc ça, c'est une super première étape, en fait, pour harmoniser. Mais à ce moment-là, on ne peut encore pas parler de design system. Un pendant, chez les développeurs, de ce style guide pourrait être la component library. Donc là, tu parles bien de code, hein? Oui, tout à fait. Là, quand on est dans la bibliothèque, on a des composants codés et qui vont être réutilisables pour coder des nouvelles applications. Mais pour avoir un design system, il nous faut bien sûr ce style guide, la component library, mais on a aussi toute une série de guidelines qu'on va appeler des guidelines transverses. Parmi eux, on peut retrouver par exemple les règles d'accessibilité, on peut avoir les éléments de branding, en fait, tout ce qui va constituer un ensemble réutilisable pour développer les différents produits de l'entreprise. Alors, le design system sert à faire des produits, mais il est lui-même un produit, dans le sens en fait où on a des contributeurs, des gens qui vont créer ce design system. Ça peut être des développeurs, ça peut être des designers, on a aussi des QA. On peut avoir un PO aussi qui va définir la roadmap pour faire le design system et le gérer avec un backlog comme tout autre produit. On a également des utilisateurs de ce produit. Et en fait, les utilisateurs ici, ce sont les équipes de conception et de développement. Une bonne pratique, en fait, quand on met en place ce type de dispositif, c'est d'identifier au sein des équipes des champions. En fait, ces champions, ce sont des membres des équipes de conception, de développement, qui vont faire le lien avec des gens qui sont contributeurs. Ils permettent aussi de remonter le feedback. Important également, ce sont les sponsors. Là, dans une logique un peu top-down, c'est eux qui vont pousser pour que tout le monde fasse appel à ce design system pour que ça fonctionne bien. C'est aussi eux qui vont pousser pour qu'on alloue du budget parce que comme c'est un produit, il faut y allouer du temps et le temps, quelque part, c'est de l'argent. Donc là, on a une vue non exhaustive, ça dépend des modèles, mais de ce qu'on pourrait appeler une communauté autour du design system. Donc, cette communauté, elle s'organise autour d'un process qui peut être, par exemple, là ce qu'on va vous donner, c'est un exemple. Voilà, donc je pars d'un besoin client qui a une problématique à résoudre ou une idée à développer. Il en fait part à l'équipe de conception, au sens large, qui va réaliser des mock-ups dans un premier temps. Et donc,
pour réaliser ces mock-ups, je vais faire appel à mon style guide. Vous vous souvenez, le style guide qu'on évoquait tout à l'heure. Donc je vais aller prendre les composants du style guide pour faire mes mock-ups avec l'existant, mais aussi potentiellement des nouveaux. Une fois que j'ai validé avec toute l'équipe et avec mon client ces mock-ups, il va falloir penser au développement. Et donc, lors de la phase d'analyse, je vais identifier dans un premier temps tous les composants que je vais devoir développer et qui vont être réutilisables, et les composants qui vont être spécifiques à l'application. Donc, les nouveaux composants que j'estime réutilisables, quelque part, une fois qu'ils sont codés, il faut qu'ils soient validés par le designer, par celui qui va écrire les guidelines, et potentiellement aussi, si j'ai décidé que l'accessibilité était une règle fondamentale de mon design system, il faut qu'on mette un tampon de validation par l'accessibilité. Une fois intégré au design system, mon composant va pouvoir être intégré à mon application, celle pour quoi j'étais en train de designer, mais également à toutes les futures applications de l'entreprise. Alors ici, c'est un exemple de process et c'est un modèle un peu idéal, parce que dans la vraie vie, il peut arriver qu'on intègre a posteriori les éléments au design system. Parce qu'en fait, cette notion de validation, en fait, elle peut prendre plus ou moins de temps en fonction de comment on est organisé. En effet, là, on peut choisir différents modèles. Soit j'ai une équipe dédiée, soit je vais avoir une équipe transverse, en fait. L'équipe dédiée, forcément, elle va être focus sur le design system, elle va aller beaucoup plus vite. L'équipe transverse, elle va être, par exemple, je vais avoir des contributeurs dans chacune des équipes, dans chacun des départements qui travaillent sur chacun des produits. Donc là, il faut un peu plus de coordination, mais je vais toucher beaucoup plus de monde. Et c'est le but final de ce design system. Donc toi, est-ce qu'il y a un modèle que tu préconiserais plus qu'un autre? Alors, quand on a une grande entreprise avec différentes applications, effectivement, le modèle, ce serait plutôt l'idéal d'avoir une équipe transverse. Sauf que pour démarrer, parfois, c'est bien de démarrer avec un petit noyau, histoire de constituer un set de base, et après, on peut déployer dans les différentes équipes. Donc là, lors de cette soirée FLUPA, à l'issue de la soirée, moi j'avais relevé quelques vraiment points forts pour la mise en place du design system. Tout d'abord, ça garantit la cohérence d'ensemble, et d'un point de vue de mon utilisateur final, ça va créer des principes, des repères auxquels il va pouvoir vraiment se raccrocher, et ça va faciliter considérablement la compréhension, la navigation et in fine l'expérience utilisateur. En interne, pour nous, les équipes de conception, c'est un gain de temps énorme, parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Je vais designer, décrire une fois, et après, je n'aurai plus besoin de reproduire mon icône, par exemple, mon bouton, et je pourrais me concentrer sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée, du type faire plus de recherche utilisateur, plus de tests, voilà, tout ce qui nous éclate, nous aussi, UX designers. Aussi, c'est un référentiel commun, donc c'est vraiment une source de vérité pour les développeurs et pour les designers. Et donc, ça limite aussi certaines discussions qui, parfois, prennent du temps et se répètent. Donc, voilà, être tous d'accord, c'est un gros point fort. C'est une bonne façon également de propager une identité de marque et de faire ressortir les valeurs de l'entreprise. On parlait tout à l'heure d'accessibilité. Par exemple, dans l'entreprise où je travaille, l'accessibilité est vraiment un des piliers du design system, et c'est une façon de le transmettre à tous. Alors ça, c'était pour le point de vue de l'UX designer, mais peut-être que toi, Michel, ce soir-là, tu as repéré des points forts qui intéressent davantage nos amis développeurs. Tout à fait. Alors moi, ce que j'ai vu pendant cette soirée, c'est qu'on allait gagner, en tant que développeur, on allait gagner du temps, on allait gagner en qualité, en maintenabilité, et aussi réduire les efforts de la QA. Parce que comme l'a dit Fleur, tout ce qui est fait n'est plus à faire. On va récupérer pas mal de composants qui sont déjà développés, déjà testés, qui sont, on peut l'espérer, stables, déjà accessibles, qui respectent déjà l'identité de la marque. Donc voilà, nous aussi, ça va nous faire gagner du temps pour faire des choses beaucoup plus intéressantes que redévelopper pour la 40e fois un bouton. Tout à fait. Alors, moi, à l'issue de cette soirée, je me suis dit, un design system, mais c'est génial. Sauf qu'à l'époque, j'étais dans une start-up. Alors, je me suis quand même posé la question, là, tu parles de grandes entreprises, est-ce que le design system, est-ce que c'est pour moi ?
Alors effectivement, quand on a une application qui est développée dans une seule techno, c'est peut-être un peu overkill de mettre un design system en place, mais cette petite start-up peut devenir grande, elle peut être rachetée et avoir besoin d'évoluer très rapidement. Donc en fait, si on a déjà mis ces principes en place, eh ben, on a un modèle qui est beaucoup plus scalable et évolutif. Donc pourquoi pas essayer. Après, c'est sûr que ça me fait plus de sens quand j'ai plusieurs applications qui vont être développées sur une même techno. Là, on a un gain de temps quand même assez conséquent. Mais là où ça prend vraiment tout son sens, c'est quand je travaille dans une entreprise avec différentes technos et différentes applis. Là, c'est limite un must pour maintenir la cohérence d'ensemble. Donc là, on vous présente quelques exemples de grands groupes qui ont mis en place des design systems. On ne présente plus Material Design. Vous avez Salesforce avec Lightning, qui est un des design systems les plus complets. On ne saurait que vous encourager à aller voir ce que font InVision. Ils proposent notamment une série de 6 vidéos qui vous accompagnent vraiment du super début du design system jusqu'à la maintenabilité. C'est très très intéressant. Et tous ces design systems sont open source, hein? Alors pour tous ceux qu'on vous présente ici, effectivement, vous pouvez aller les consulter sur le web, c'est open source et donc vous pouvez vous en inspirer. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui plus spécifiquement à Carbon, qui est le design system qui a été mis en place il y a quelques temps maintenant par IBM. Donc là, on va vous faire une petite démo en fait, rapide de Carbon. Donc, ici, pour ceux qui découvrent, à noter que c'est un portail web qui est ouvert à tout le monde. J'ai un certain nombre de pages éditoriales qui me montrent à quoi ça sert, comment l'utiliser. J'ai mes fameux guidelines transverses avec, vous voyez, les règles d'accessibilité ici, par exemple, des lignes, la ligne éditoriale à suivre. Et j'ai surtout ici mes composants. Donc là, si je prends par exemple un date picker, je vois que j'ai le composant avec lequel je peux interagir. J'ai les exemples de code juste en dessous. Notez que je peux avoir différents codes ici, React, Angular, Vue, donc si j'ai différentes technos. J'ai mes guidelines par composant, avec, pour les différentes variantes également, et aussi les éléments de style, donc ici qui sont illustrés par les design tokens. Important pour les développeurs comme pour les designers, c'est l'accès direct aux ressources. Donc ici, j'ai toujours la dernière version à jour de ce que je peux utiliser en termes de code. Et pareil pour les designers, en fait, j'ai accès aux fichiers sources de Sketch. Je sais également comment je peux faire remonter un bug, par exemple, ou si je veux proposer moi-même un nouveau composant. Et également, tout ce qui est nouveau, très important pour toute la communauté des utilisateurs, être informés des nouveaux éléments et des changements. Donc voilà, ça c'était pour Carbon. On va revenir step by step sur ces différentes étapes. Alors moi, là, tout ce que tu m'as montré, c'est absolument génial. Mais moi, à l'issue de cette soirée Flupa, du coup, j'ai posé la question aux différents intervenants. Toute cette documentation maison là qu'on vient de voir avec Carbon, toute cette documentation, vous l'avez fait maison, et ils m'ont dit oui, que dans leurs entreprises respectives, ils avaient tout développé maison. Sauf que moi, rappelez-vous, j'étais dans une start-up et je savais pertinemment que j'aurais jamais le budget pour faire ça. Donc moi, je ressors de cette soirée en me disant les design systems, c'est trop cool, mais c'est pas pour moi. Donc frustrée, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, j'entends tout à fait les arguments de Michel, parce que même si je suis au sein d'une grosse entreprise et puis qu'on a déjà quelque chose de démarré, c'est vrai qu'au quotidien, en fait, on ressent les limites du fait maison, parce que quand on doit créer quelque chose de nouveau, à chaque fois, il faut aller demander à un développeur qui va prendre du temps en plus pour faire tout ça. Donc voilà, on est sortis toutes les deux, je pense, super enthousiastes par rapport à l'idée, mais un peu mitigées par rapport à la mise en pratique. Mais quelques mois plus tard, je retrouve une Michel
super enthousiaste. Alors, vous ne connaissez pas forcément Michel, mais alors quand elle est super enthousiaste, elle est super enthousiaste. Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'en avril dernier, je suis tombée sur un article Medium écrit par un des contributeurs principaux de Storybook. Donc, Storybook étant un outil que j'utilise quotidiennement au travail depuis un peu plus d'1 an et demi. Et cet article disait qu'il travaillait sur un nouvel add-on qui s'appelait l'add-on Docs et que grâce à cet add-on, eh bien, il deviendrait extrêmement facile de faire un design system. Donc là, moi, je suis enchantée. Mais vous ne connaissez peut-être pas tout ce Storybook ici. Donc avant de continuer, je vous propose de vous l'introduire rapidement. Donc, vous le savez tous, je pense, aujourd'hui, un front-end moderne, c'est un assemblage de composants. Quelle que soit la techno que vous utilisiez, que ce soit du Angular, Vue, React ou même des Web Components, vous assemblez des composants. Donc personnellement, moi, j'adore cette architecture. Je ne me vois pas revenir en arrière comme je faisais il y a quelques années. Mais pour autant, est-ce que c'est si facile en fait de bosser avec des composants? Parce qu'il faut bien l'admettre, ça introduit quelques galères. Parce qu'on se retrouve très rapidement avec un très grand nombre de composants à gérer, un encore plus grand nombre de use cases, de situations, d'états, c'est juste exponentiel en fait. Donc Storybook est arrivé dans ce contexte-là. C'est un outil qui vous propose de cataloguer tous vos composants et de les développer en isolation, c'est-à-dire de les sortir de votre application et de pouvoir les maîtriser tout seul, quoi. Et grâce à ça, comme vous les sortez de l'application, que vous les maîtrisez, vous allez pouvoir atteindre des cas d'utilisation qui seraient difficiles à atteindre dans votre application. Et donc, une force de Storybook, c'est qu'il est disponible pour plein de technos différentes. Vous pouvez faire du React, Vue, Angular, Mithril, Riot, Ember, j'en passe. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, concrètement, voilà à quoi ressemble Storybook quand vous le lancez. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Vous avez sur votre gauche donc, un menu qui va vous montrer la liste de tous vos composants. La fameuse Sandbox dont je parlais juste avant, où vous allez voir votre composant donc isolé, tout seul, où vous allez pouvoir interagir avec, etc. Et un panneau dédié aux add-ons. Ça, on va voir juste après. Donc Storybook vit à côté de votre application. Vous avez votre application qui va utiliser des composants UI. Donc là, c'est vous qui choisissez. Ces composants, vous les mettez soit directement dans votre application, soit vous les mettez dans une librairie de composants externes. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et votre Storybook, vous allez le mettre avec vos composants UI. Donc là, ici, j'ai pris l'hypothèse que vous les avez mis dans une librairie de composants qui s'appelle Components Library. Vous allez dedans, vous tournez une petite commande magique npx, et là, automatiquement, il va détecter quelle techno vous utilisez et vous installer la bonne version de Storybook en fonction. Donc, une fois que c'est fini, vous faites un petit npm run Storybook, et voilà, votre Storybook est là. Magique. Magique. Donc, en plus de vous installer quelques node modules, ce que ça a fait, c'est que ça vous a rajouté un nouveau dossier de configuration .storybook dans lequel vous allez trouver un petit fichier config.js. Donc, ce fichier-là, dedans, vous allez faire du webpack et vous allez lui dire toutes mes stories, donc on va voir juste après ce que sont des stories, vont se trouver dans le dossier src et vont se terminer par .stories.js. Et donc, lui, automatiquement, il va vous les retrouver. Donc là, ici, je les ai mises à côté des composants. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien les mettre ailleurs. Donc, écrivons notre première story. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un bouton. Donc je vais créer un nouveau fichier, button.stories.js. Je vais lui donner un titre, donc titre qu'on va retrouver dans notre menu sur la gauche. Et je vais pouvoir écrire ma première story. Donc je vais dire que là, c'est mon bouton avec son apparence primaire. Mais je vais pouvoir en écrire une deuxième avec l'apparence secondaire, l'apparence tertiaire. Et donc là, vous voyez que très facilement, je vais pouvoir décliner mon composant dans plein d'états différents et pouvoir maîtriser parfaitement ce que je lui donne en entrée. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir atteindre très facilement des cas d'utilisation qui seraient difficiles à atteindre via mon application. On peut très bien imaginer que vous voulez voir votre composant
comment il réagit dans un certain cas, eh bien peut-être qu'au sein de votre application, vous aurez besoin de passer 3 pages différentes, de remplir des informations spécifiques dans un certain formulaire, de croiser les doigts pour que votre API vous réponde bien ça à ce moment donné. Bah là non, là vous vous en moquez, vous maîtrisez parfaitement ce que vous donnez en entrée à votre composant. Alors ça, pour la QA, c'est top. Ouais, tout à fait. On gagne un max de temps. Donc voilà, donc ça c'était la fonctionnalité principale de Storybook, lister les composants et bien les maîtriser en isolation. Mais ce qui fait aussi la force de Storybook, eh bien, c'est qu'il propose de nombreux add-ons. Donc je n'ai malheureusement pas le temps de tous vous les présenter ici, mais il y en a qui sont vraiment très intéressants. Et donc ces add-ons s'insèrent donc dans ce panneau qu'on a vu tout à l'heure, mais ils peuvent aussi s'insérer dans là par exemple le viewport est dans la petite toolbar en haut. Voilà, il y en a plus de 20 disponibles et il y en a qui sont vraiment très intéressants. Et justement, cet article Medium dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il parlait d'un nouvel add-on, l'add-on Docs. Donc c'est très récent, hein, la première version stable est sortie il y a à peine un mois. Et du coup, ben moi, je suis chaud patate. Voilà. On essaye. On essaye. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me crée mon petit repo GitHub. Hein. Je choisis de bosser en React. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ben, moi au boulot je fais du React tous les jours, donc c'est la techno que je maîtrise le mieux. Et parce que oui, Storybook fonctionne avec plein de technos différentes, mais quand ils introduisent une nouvelle fonctionnalité, ils commencent toujours avec React. Donc moi là, à l'époque je bossais avec la version bêta de l'add-on, si je voulais avoir le max de fonctionnalités, il fallait que je sois en React. Donc ce que vous allez voir, c'est du React. Donc j'ai mon Storybook sur mon repo, maintenant je veux installer mon petit plugin, un petit npm install. Et dans mon dossier de configuration .storybook, j'ai un fichier preset.js, je rajoute une ligne dedans. Ça y est, mon plugin est installé, je n'ai qu'à redémarrer Storybook. Et là, mon nouvel onglet, l'onglet Docs, apparaît. Donc juste à côté de mon onglet Canvas, qui est là où j'avais ma sandbox, mon composant isolé du reste. Donc Fleur, je suis prête. J'ai mon repo, j'ai mon Storybook, j'ai mon petit add-on. J'ai envie de mettre les mains dedans, de faire un petit design system. Par quoi je commence? Alors, ça veut dire que je peux faire une petite wishlist? Ouais. Yes. Alors, on avait vu un certain nombre de points qui nous plaisaient bien dans Carbone. Donc là, on va voir si c'est possible effectivement de le faire dans Storybook et comment. Le pourquoi on est là aussi aujourd'hui, c'est ces fameux guidelines en fait, ces guidelines transverses, ces pages éditoriales qui vont nous permettre de décrire les comportements globaux. Est-ce que ça, maintenant, c'est possible avec Docs? Alors, donc, je suis allée voir ce que faisait Carbone. J'ai trouvé donc, de la mise en forme, un lien, titre, liste, tableau, des liens internes pour naviguer facilement à l'intérieur du design system, des images. Donc, c'est à peu près ce que tu veux, on est d'accord? Tout à fait. Alors, ce que propose l'add-on Docs, c'est de faire du MDX. Donc, le MDX, c'est du Markdown avec du JSX. Donc, je vais commencer par modifier mon config.js qu'on a vu tout à l'heure pour lui dire d'accepter aussi les .stories.mdx. Je vais créer mon nouveau fichier design.stories.mdx et à l'aide d'un tag meta donc fourni par l'add-on, je vais lui donner le titre, donc titre qu'on va retrouver dans notre menu à gauche, hein, notre catalogue, et je vais pouvoir écrire donc tout le markdown que je souhaite. Et comme c'est du JSX, je vais pouvoir mettre du HTML, des composants, un peu tout ce que je veux. Ouais. Alors, Markdown, ok, ça, je suis capable. J'ai fait ça dans Confluence, dans les TechWiki. Mais alors là, ça veut dire qu'il faut que j'ai accès à l'environnement de dev et accessoirement que je sache m'en servir. Oui, alors oui, Storybook, c'est clairement un outil pour développeurs. Donc, moi, ce que je peux te proposer, c'est quelques jours de formation. Et puis, on a vu qu'on pouvait faire des pages statiques. Donc, on pourrait très bien imaginer dans notre design system d'avoir une rubrique dédiée qui explique comment contribuer au design system avec des step-by-step, des captures d'écran. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Alors, moi, je vois carrément l'intérêt en fait d'utiliser Storybook là. Donc, je veux bien faire la petite formation, pas de souci. Je pense que le step-by-step, c'est vraiment nécessaire parce que c'est hors de question que j'aille demander toutes les 5 minutes à mon voisin de comment ça marche. Et aussi, là, je pense qu'on va s'adresser peut-être pas à tous les UX designers, à tous les designers, peut-être spécifiquement aux champions dont on a parlé tout à l'heure. Ok. Donc, tu penses que c'est jouable? Allez, c'est jouable. Ok, bon, on continue alors. On y va.
Alors, donc vous voyez là sur la gauche ce qu'on peut trouver dans Carbon et à droite, donc ce que j'ai fait dans mon petit POC avec Storybook. Donc Fleur, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je trouve que c'est même mieux. Bravo. Ok, top. Alors de quoi as-tu besoin d'autre? Alors bon, ça c'était pour les pages éditoriales standards, classiques, mais est-ce qu'on peut faire des trucs un peu plus fancy, là, genre tu sais, des do, don'ts, ce genre de choses? Genre un peu comme ça? Exactement. Ouais, parce que ça en Markdown, c'est un peu compliqué quand même. Eh bien c'est très simple. Comme je peux faire du JSX, eh bien je peux faire mes propres composants. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une petite librairie utilitaire, la Design System Utils, et je me suis créé des petits composants do, des petits composants don't, donc qui prennent en entrée ce que je veux, un card grids pour arranger ça joliment dans ma page. Donc là, j'ai envie de dire, la seule limite, c'est nous, développeurs. C'est à nous, si nos PO, nos UX designers viennent nous voir en nous disant j'aimerais que mon design system ressemble à ça, c'est à nous de leur donner les outils nécessaires. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Okay. J'achète. Alors, aussi important pour nous, designers, mais j'imagine aussi pour tous les développeurs, c'est d'avoir accès aux ressources à jour en permanence. Donc pour nous, ce sera des fichiers Sketch XD et pour les développeurs, accès au repo. Tout à fait. Donc je suis allée voir ce que faisait Carbon, et en fait c'est super malin, c'est juste des liens externes stylés. Parce que là, pour les librairies, Sketch va le déployer sur son propre cloud Sketch, et c'est juste un lien en fait. Donc j'ai fait exactement comme tout à l'heure, j'ai créé un petit composant resource cards, où je lui passe l'URL, donc vous voyez, sketch // ça va après ouvrir le lien dans l'application, c'est très bien fait. Et le type, pour avoir la petite icône qui va bien, le texte, et le tour est joué. Qu'est-ce que tu en penses? Au top. Okay. C'est très ressemblant, non? Vous ne trouvez pas? Elle a bien bossé. Alors, le cœur du design system, c'est bien sûr les composants. Donc, pouvoir jouer avec le composant interactif, mais surtout, moi, je vais avoir besoin de mettre mes guidelines par composant et puis aussi pour les différentes variantes. Comment ça peut s'intégrer, ça, avec Storybook, du coup? Alors, encore une fois, je suis allée voir ce que faisait Carbon. Donc, on va y retrouver la démo du composant, donc interactive, une vraie démo. Le code source qui a été utilisé pour générer cette démo. Tous les paramètres que peut prendre en entrée ce composant, bien décrit. D'autres démos, des variantes, des autres choses qu'on peut faire avec le même composant. Et des guidelines, donc, qui vont écrire voilà, ce qu'on peut faire avec ce composant, ce qu'on ne peut pas faire, comment bien l'utiliser, etc. Donc, il faut savoir que Add-on Docs génère automatiquement une doc à partir de vos stories existantes, les stories classiques qu'on a vues au début, et à partir de vos composants. Donc, ça s'appelle la Docs Page. Ça ressemble à ça. On va bien y retrouver donc la démo du composant, l'exemple de code associé, la description de tous les paramètres que prend en entrée votre composant, et d'autres démos des variantes de votre composant. Mais on ne pourra pas y retrouver ces fameuses guidelines, parce que tout ça, c'est généré automatiquement. Donc cette fameuse human touch, on ne va pas pouvoir la retrouver. Ça, c'est moi. Voilà. Donc ce que propose l'Add-on Docs, encore une fois, c'est de continuer avec du MDX. Donc je vais créer un fichier datepicker.stories.mdx et je vais réutiliser le tag meta de tout à l'heure pour donner le titre, mais cette fois-ci, je vais préciser le composant dont je parle, donc ici, datepicker. Je vais utiliser le tag description. Alors ce tag, il est super malin. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller inspecter votre composant et il va aller récupérer les commentaires que vous avez mis dans votre composant. Et comme ça utilise DocGen, vous pouvez formater vos commentaires et les retrouver ici avec du gras, de l'italique, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, si vos composants sont déjà documentés, ça arrive tout seul, c'est vraiment cool. Avec les tags preview et story, vous allez générer cette démo. Donc vous avez juste à écrire votre petit code de votre composant, là, ce que vous lui donnez en entrée, et vous allez retrouver votre démo avec le code que vous avez écrit pour la générer. Avec le tag props, ça va vous générer votre props table. Donc là, encore une fois, il va aller inspecter votre composant, en déduire tous les paramètres qu'il prend en entrée,
voir les commentaires que vous avez mis et les récupérer ici. Donc voilà, là vous écrivez une toute petite ligne et tout est généré automatiquement. Donc vraiment chouette. Et pour ce qui est des variantes, eh bien, il suffit de réutiliser encore une fois les tags preview et story qu'on a vus jusqu'à présent. Et comme c'est du MDX, eh bien là, tu peux écrire toutes les guidelines que tu veux et tu peux même agencer ta page dans l'ordre que tu veux. Si l'ordre par défaut de Docs-Page ne te convient pas, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Donc, là, moi, je trouve que c'est vraiment génial, en fait, parce que là, quand je regarde ma page de spec dans Confluence, par exemple, et puis que je vois là, on a fait un grand pas. Ok, bon, c'est cool, on continue alors. On continue. Alors, on a vu passer tout à l'heure dans la démo de Carbone, dans l'onglet Style, en fait, quelque chose qu'on a appelé les design tokens. Et en fait, ces design tokens nous permettent vraiment de garantir la bonne utilisation, la bonne application de la charte graphique. Donc comment ça marche dans Storybook? Alors vous savez, les design tokens, c'est un peu nos variables CSS qu'on va pouvoir mettre dans nos fichiers SAS ou nos fichiers LS. Et là, donc, ce qu'on aimerait, c'est déjà qu'ils soient groupés par type. Là, par exemple, ici, on a mis toutes les couleurs ensemble. On veut voir leur nom, leur rôle, leur valeur. Et puis, bon, si on peut voir un exemple, c'est quand même pratique. Alors, Fleur, je suis vraiment désolée, mais cette feature, en fait, elle n'y est pas dans Add-on Docs. Ah ben non. Ouais. Alors, on pourrait peut-être faire le tableau manuellement, hein? Non, là, j'en vois déjà qui vont me tuer. Le truc, genre, juste impossible à maintenir. Donc, sinon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un autre plugin qui est Storybook Design Token. Alors, allons jeter un petit coup d'œil à ce plugin. Voilà ce qu'il fait. Donc, on voit que c'est groupé par type, hein, animation, border radius, color. On voit bien le nom de chaque design token, sa valeur, un exemple. C'est quand même hyper proche de ce qu'on veut. Ah ouais, non, ça ressemble carrément. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez reconnu, parce que c'est à droite au lieu d'être en bas, mais il est à l'intérieur de notre panneau add-on. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais naviguer dans ma partie gauche, là, au sein de mon design system, ma partie droite va rester complètement décorrélée. Ça va vraiment être deux mondes complètement séparés. Ah ouais, donc là, si je navigue dans le menu, j'aurai toujours mon panneau design token. Ça. Ah ouais, ça. C'est pas très propre. Donc voilà, ce plugin, il fonctionne très bien, mais moi, je trouve qu'il n'est pas super bien intégré au reste. Ça va vraiment rester quelque chose de séparé. Donc ce que je vous propose, c'est d'attendre, parce qu'il y a déjà une issue qui est ouverte sur GitHub, qui propose tout simplement d'intégrer ce plugin existant à l'intérieur d'Add-on Docs, et l'auteur de ce plugin a même proposé son aide pour le faire. Donc on croise les doigts pour que ça arrive rapidement, mais je pense que pour l'instant, il vaut mieux attendre. Ouais, mais ils sont réactifs, ces gens-là ou... Ouais, franchement, la communauté, elle est au top. Ok, bon, attendons alors. Alors, là, quand on regarde, si je regarde juste les composants, ça fait une quarantaine de composants à peu près, plus les pages éditoriales, plus toutes les pages, les tutoriels, plus aussi tout ce qui est comment s'en servir, le cycle de vie, tout ça. Ça fait du monde et j'ai besoin d'ordonner et de structurer tout ça au sein d'un menu, en fait. Est-ce que c'est possible de faire ça dans Storybook? Eh oui, on veut quand même quelque chose d'un peu ordonné, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'à présent, on est en mode étoile.stories.js, quoi. Donc, charge-moi tout, débrouille-toi pour l'ordre, c'est pas trop ce que tu veux, quoi. Et non. Donc, pour l'arborescence, déjà, c'est très simple, on va utiliser des slash. Vous vous rappelez dans nos titres là qu'on a vus depuis tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre un slash, deux slash, trois slash, autant que vous voulez. Ça va vous générer votre arborescence. Et vous pouvez même utiliser des pipes qui vont vous permettre de créer des gros blocs. Donc ça, c'est vraiment super facile. Et pour ce qui est de l'ordre, j'aimerais qu'on distingue deux catégories d'ordre. Il va y avoir d'un côté nos pages éditoriales. Donc là, l'ordre, il est parfaitement arbitraire. Et d'un autre côté, on va voir nos composants. Les composants, on a quand même envie qu'ils soient triés par ordre alphabétique. C'est plus facile à retrouver. C'est plus facile à retrouver. Donc, pour ce qui est de l'ordre arbitraire, le plus simple, c'est encore de les lister un par un. Là, on n'a pas vraiment le choix, ça reste la solution la plus simple. Et pour ce qui est des composants, moi, en bonne développeuse bien flemmarde, j'ai pas envie de me les frapper un par un et de vérifier manuellement que je me suis pas plantée dans mon ordre alphabétique. Donc, je vais utiliser une petite technique Webpack. Et je vais lui dire, insère-toi bien à cet endroit-là, à l'intérieur de toutes mes pages éditoriales. Et va me chercher toutes mes stories qui sont à l'intérieur de src/design system/components,
qui se terminent en .stories.js ou .stories.mdx. Et voilà, et tout cela, tu vas me les charger, tu vas me les insérer là, et là, magie, ils sont par ordre alphabétique, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça, génial. Et du c'est coup, top. si je veux rajouter un composant, il va se mettre Il va se automatiquement mettre tout seul. là où il faut. Voilà, donc si tu rajoutes un composant dans le bon dossier, il va se mettre tout seul. Par contre, si tu rajoutes une page éditoriale, là, ça sera à toi de la mettre où tu veux dans ton décider. arborescence. Ok, Ça te va? parfait. Donc, voilà ce que ça a pu donner quand j'ai fait mon POC. Ça te va? Ça fait le job, j'achète. Alors là, on a vu vraiment le cœur du design system, mais pour que tout ça, ça fonctionne, il faut que je gère un peu le cycle de vie. Donc là, notamment, si je veux proposer un nouveau composant ou si j'ai ouvert un ticket et que je veux le suivre, en fait, aujourd'hui, moi, j'utilise un outil externe, mais comment ça peut s'intégrer avec Storybook, tout ça? Eh bien, ce que fait Carbon, c'est très simple, c'est qu'ils font une page statique avec redirection vers GitHub. Hein. Et franchement, je pense que c'est la meilleure solution, donc GitHub ou un autre outil. Hein. Mais on a déjà plein d'outils qui font ça super bien, ça sert à rien de le faire là, quoi. Donc une page qui explique bien comment utiliser cet outil, je pense que ça fait le taf. Et ça, on a vu qu'on savait déjà le faire. Ouais. Chez moi, c'est Jira, par exemple. Je peux envoyer... Ouais, aucun problème. Ok, Ok. bon, parfait. Et puis, de la même manière que pour les contributeurs, j'ai besoin de pages pour les tickets, pour les utilisateurs, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est nouveau, d'être alerté, informé, puis de pouvoir aussi tracer toutes les mises à jour. Comment ça pourrait marcher, ça, dans Storybook? Bon, alors pour le changelog, on va rester avec une page statique, hein, ça c'est assez simple. Mais moi, j'aimerais ici qu'on s'intéresse aux releases. Parce que donc vous vous rappelez, hein, le schéma de Fleur au début, un design system se compose principalement de 3 choses. Vous avez d'un côté le style guide, donc qui lui est fait par nos UX designers. Vous allez avoir votre librairie de composants et toutes vos guidelines transverses. Donc comment ça va se passer quand on veut réaliser tout ça? Donc on va avoir nos UX designers avec leurs fichiers Sketch ou autres. Hein. Comment tu vas réaliser ça? Ce qui se passe chez nous en général, c'est que on met à jour le fichier Sketch et puis après, on fait juste update dans le cloud. Voilà, facile. Voilà. Ok. Et nous, développeurs, eh bien, on va d'une part réaliser notre librairie de composants. Donc ça, on sait tous faire. On met un package sur NPM. Je ne vais pas vous l'expliquer ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'on va réaliser notre storybook, qui va être donc notre point d'entrée à la fois vers notre style guide et vers notre librairie de composants. Alors vous vous rappelez quand, avec la commande magique NPX, là, vous avez installé Storybook. Entre autres choses, il vous a écrit une petite ligne dans votre package.json qui s'appelle build storybook. Et vous faites donc npm run build storybook et ça va automatiquement vous générer à l'intérieur du dossier public votre site statique que vous n'aurez plus qu'à déployer. Mais moi, je vous propose de vous rajouter une petite option --docs. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette option? Elle va vous enlever l'onglet Canvas. Vous vous rappelez, l'onglet Canvas, c'était votre sandbox où vous avez votre composant en isolation. Parce que autant c'est très pratique pour développer, autant quand on veut rendre notre design system public aux yeux de toute l'entreprise, voire du monde entier si on décide de le faire open source, moi j'ai quand même peur que ça perturbe les utilisateurs d'avoir cette sandbox. On veut juste la documentation en fait. On va aller au plus simple, au plus propre. Donc _docs et le tour est joué. Donc voilà, votre design system est réalisé, vous n'avez plus qu'à écrire votre changelog. Bon, là, je pense qu'on est au top là, sur à peu près tout. Moi, il y a juste une chose. Vous vous rappelez, on parlait des entreprises qui ont plusieurs applications dans différentes technos. Et si on veut justement pouvoir propager ce design system au sein de toute l'entreprise, il faut parler à tout le monde. Il faut adopter les différents langages. Est-ce que ça, c'est possible d'intégrer différentes technos dans Storybook? Alors, une instance de Storybook ne peut gérer qu'une seule techno à la fois. Mais on pourrait très bien imaginer d'avoir une instance de Storybook par techno. Donc je m'explique. On aurait notre main Storybook, où là on aurait notre add-on docs, on aurait toutes nos guidelines transverses, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et un Storybook classique, donc avec juste notre sandbox et peut-être quelques plugins intéressants, par techno. Donc là, je n'invente absolument rien, c'est exactement ce que fait Carbon. Sauf qu'eux, ils n'utilisent pas Storybook pour leurs guidelines, mais ils utilisent bien Storybook pour présenter tous leurs composants dans chaque techno différente. Les petits liens externes qu'on a vu la slide juste avant, ça repointe vers des Storybooks.
Donc ça, c'est tout à fait une solution qu'on peut envisager. Ok, mais alors, moi là, mes guidelines, je vais les mettre dans le main storybook, hein, on est d'accord, je ne vais tout pas à fait. le reproduire à chaque fois. Tu ne reproduis rien, ils sont à un seul endroit. Ok. Ça va. Ok. Aussi, autre question, donc là, c'est super hein, qu'on ait accès à différentes technos. Là, par exemple, nous, de notre côté, on est en train d'explorer les web components. Est-ce que c'est quelque chose que je peux intégrer là, les web Alors, components moi, je pense que c'est une piste super intéressante, parce que là, moi, si je dois démarrer un projet demain, je vais le démarrer en React. Mais est-ce que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ça sera toujours la bonne solution? Je ne sais pas. Donc, à mon avis, les web components, c'est une piste à explorer. Je pense qu'il faudrait sincèrement s'y intéresser et que ça ferait tout son sens, en fait, que notre storybook principal utilise les web components. Ok, à suivre donc. À suivre, tout à fait. Super. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement mon petit POC que j'ai fait. Pardon. Ah donc voilà, donc c'est un POC, hein, je ne me suis pas amusée à recopier tout Carbone, ça aurait été un travail beaucoup trop important. Donc on peut voir ici, je vais peut-être zoomer un... Non, c'est bon? Je zoome un petit peu. Donc on peut voir ici ce que donnent des guidelines transverses avec donc, les composants que j'ai rajoutés. Les ressources, donc à la fois donc, des liens externes hein, qui sont juste stylés grâce à des petits composants. Et pour ce qui est de nos composants, eh bien, je vais vous montrer donc d'une part la docs page avec Date Picker. Donc ça a été donc entièrement généré automatiquement par Storybook à partir de stories donc classiques et des commentaires que j'avais dans mon composant. Donc on y retrouve notre démo avec donc, le code qui a été utilisé pour générer cette démo. Notre props table, donc là encore une fois, hein, complètement généré automatiquement avec tous les commentaires qui ont été écrits dans le code. Les autres stories avec chacune leur code. Donc voilà pour la docs page. Donc déjà d'un point de vue automatique, on a déjà pas mal quelque de chose de hein. très sympa. Très sympa. Il manque quand même les fameux guidelines. Voilà. Donc sur le file uploader, eh bien là je l'ai fait en MDX. Donc on a bien notre démo interactive avec le code utilisé pour générer ça, notre props table, d'autres démos du composant donc utilisés légèrement différemment, toujours avec le code. Et là, comme c'est du MDX, eh bien j'ai pu ajouter des guidelines, j'ai pu ajouter des images, tout ce que je voulais. Ça adore. Donc, ça te va? Oui. Alors là, je pense qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi je suis assez conquise par ce que tu as fait Michel, parce qu'on a vraiment les éléments de base qui servent aussi bien aux designers qu'aux développeurs. Donc moi j'ai envie de dire que si on se pose la question, est-ce que c'est une bonne idée en fait de démarrer un design system avec Storybook, la réponse aujourd'hui elle serait voilà, un grand oui pour aujourd'hui et puis pour demain aussi. Déjà d'un point de vue du dev. D'un point de vue du dev, on vient de voir ensemble que l'outil répond à la plupart des besoins. Ce qui nous manque pour l'instant, c'est les design tokens, mais moi j'ai quand même bon espoir que ça arrive très rapidement. C'est un outil qui fait déjà partie de l'environnement de travail des développeurs. Moi, je l'utilise depuis un bon moment et je pense que je suis loin d'être la seule. Il y a une très forte communauté qui le soutient. J'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais là, ces derniers mois où j'ai bossé avec la version bêta, j'ai ouvert des issues sur GitHub, j'ai rejoint leur Discord, j'ai posé plein de questions. Ils sont super sympas, ils sont super réactifs. Ils réalisent très souvent, là, des alphas et des bêtas, des RC, il y en a plusieurs par semaine qui sortent. Ils sont déjà en train de bosser sur la version suivante. Enfin, c'est vraiment une communauté géniale. Et voilà, j'ai jeté un petit coup d'œil à la roadmap. Il y a des trucs très chouettes qui arrivent, comme par exemple de pouvoir avoir plusieurs technos différentes dans une même instance de Storybook. Donc c'est un des petits trucs sympas qui arrive. Je ne sais pas quand, mais c'est prévu. Et puis d'un côté de l'organisation, en fait, moi vraiment le gros point positif que j'y vois, c'est qu'on a vraiment les prémices d'un outil qui est centralisé et qui va faciliter la collaboration au même endroit des développeurs
et des designers. Et en fait, quelque part, c'est l'implémentation de ce plugin qui a un peu déclenché tout ça, parce qu'avant, pour moi, Storybook, c'était vraiment l'outil du développeur. Mais là, quand je vois ce qu'on peut faire avec, voilà, je trouve ça très positif pour l'avenir de la collaboration. Aussi, on évoquait l'effet bottleneck possible quand on fait un outil maison. Ici, on a une structure voilà, justement, qui permet de se focaliser plus sur les composants, qui est le cœur, et plus forcément sur le contenant. Donc, pour moi, c'est un grand gain de temps. Et aussi, ça va permettre à davantage de personnes de contribuer en fait, au sein du design system. Je vous le disais, on limite le bottleneck. Et aussi, c'est un outil qui, on l'a vu, Michel, elle a vraiment structuré, rajouté des morceaux. C'est vraiment modulable très facilement. En tout cas, de ce que j'ai compris, ça a l'air assez facile pour un développeur. Hein, donc voilà, j'y vois vraiment des belles perspectives d'évolution. Vous pouvez vraiment manier la structure en fonction de votre organisation, en fonction de votre besoin. Et donc ça, c'est super positif. Donc maintenant, si vous voulez démarrer demain, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer petit, hein, comme souvent, de démarrer avec un projet pilote, par exemple, et puis quelques questions à se poser pour démarrer son projet pilote. Déjà, c'est d'identifier les éléments qui vont être réutilisables, c'est-à-dire que vous faites un petit projet, mais dans la vue de pouvoir réutiliser les différents composants pour d'autres applications. Aussi, est-ce que c'est possible à réaliser dans le temps imparti? Et puis, est-ce que la techno que vous utilisez s'y prête et se prête à intégrer un design system futur? Très important, on a parlé de sponsors aussi tout à l'heure, et les filles, Cécile et Estelle en parlaient aussi hier, c'est-à-dire qu'avoir du soutien pour démarrer ce genre de projet, c'est très important. Vu qu'on cherche à étendre ça à l'échelle d'une entreprise, on peut certes démarrer un petit truc tout seul, mais très rapidement, il va falloir trouver des soutiens au niveau des sponsors et du management. Et en fait, pour séduire, il faut que ça ait de la gueule. Moi, je vois chez nous, on avait des vieux projets en legacy qu'on a redesignés. Et quand on leur a dit, bon voilà, on a fait ça avec le design system, demain, tu peux avoir la même chose et ça va aller trop vite, tout de suite, c'est très séduisant pour tout le monde. Donc, pour le pilote, on vous a mis des petites ressources à la fin des slides. Là, on ne va pas tout passer. Il y a un article de Dan Moll qui détaille en fait le lancement avec un pilote, donc on vous encourage vivement à voir ça pour la suite. Et pour aujourd'hui, on vous remercie.